Mais si la Camargue est mondialement réputée, c'est aussi pour ses étangs et ses marais. Parmi ceux-ci, des marais salants où l'on récolte l'or blanc depuis l'Antiquité. Ces étendues sauvages permettent à l'homme de travailler et maintiennent la biodiversité. Ici, des dizaines d'espèces d'oiseaux nichent à l'année ou pendant la migration. Pour découvrir cet espace unique au monde, une virée en 4x4 s'impose. Jean-Marie accompagne Claude Chacornac, un saunier des Salins du Midi. La visite débute sur les rives de la Méditerranée. Je t'amène au bord de mer pour te montrer le point de départ de la fabrication du sel. C'est-à-dire que l'eau est pompée à la mer. La Méditerranée, 29 grammes par litre d'NaCl, c'est-à-dire de sel, de chlorure de sodium. Donc on la fait rentrer par le canal que tu vois. En face, tu as une station de pompage. Cette station de pompage prend l'eau de mer. Donc cette eau-là va parcourir 65 km et elle va mettre 4 mois. Et elle va passer de 29 grammes par litre à 300 grammes par litre sur les cristallisoires, qu'on ira voir tout à l'heure. 10 fois plus concentré. 10 fois plus concentré. Le travail du saunier, c'est arriver à gérer les eaux pour arriver jusqu'à la cristallisation du sel sur les cristallisoires qu'on verra tout à l'heure. L'eau de la Méditerranée est donc drainée sur une surface de 8500 hectares. Jouant de l'effet naturel et combiné du soleil et du vent, les sauniers œuvrent et contrôlent la concentration en sel de l'eau de mer. Plus elle augmente par évaporation, plus le sel apparaît. Mais il arrive que leur travail, en symbiose avec la nature et les éléments, s'accompagne de petits coups de main dans la gestion de l'écoulement de l'eau dans les marais. Je vais régler la porte crémaillère, comme aujourd'hui il fait beau. Il faut faire passer de l'eau d'un clos à l'autre. Le temps le permet, il fait très beau. Donc là, effectivement, on voit déjà l'eau. Voilà, donc effectivement, on voit déjà l'eau passer d'un clos à l'autre. L'eau qui est dans ce clos va circuler, passer sous le pont et sortir de l'autre côté pour alimenter ce clos-là. Grâce à cette gestion quotidienne des marais salants, les sauniers connaissent exactement la concentration du sel dans l'eau et peuvent ainsi débuter la récolte. Une fois l'eau évaporée, le sel est prêt à être récolté. Cette couleur rose, caractéristique des marais salants de Camargue, vient d'une algue de la même couleur qui contient une grande quantité de bêta-carotène protégeant de l'exposition du soleil. Plus la salinité augmente, plus l'algue se développe. Au cours de cette balade, Claude a tenu absolument à montrer à Jean-Marie le nectar des nectars, la fleur de sel. Ces cristaux qui apparaissent l'été à la surface des cristallisoires sont dus aux variations de température entre le jour et la nuit. Cette petite paillette que tu as, comme ça, là, tu vois, qui se délite très bien, c'est de la fleur de sel. Alors la différence du gâteau de sel, des cristaux de sel avec la fleur de sel, c'est que le cristaux de sel, lui, il se dépose avec le vent, la chaleur et tout. La fleur de sel, on appelle ça, d'ailleurs, on ne récolte pas la fleur de sel, on la cueille. D'accord. On cueille la fleur de sel. Cueillie pendant les mois d'été, elle doit être prélevée avec précaution. En moyenne, ce sont 500 tonnes de fleurs de sel qui sont cueillies chaque année. 1/1000 de la production totale des Salins du Midi. Pour achever cet incroyable périple, Claude et Jean-Marie se dirigent maintenant vers ces immenses dunes blanches, des camels comme on les appelle ici. Regarde, le mot, ben, ça te fait penser à quelque chose? Ouais, effectivement, ça fait penser au dos du chameau. Hein. Voilà, ça fait penser aux deux chameaux qui, eux, transportaient le sel dans le désert. L'aboutissement du travail. Voilà, l'aboutissement du travail avec ce qu'on fait avec l'eau de mer. 65 km de parcours. Voilà. Allez, on y va. Quand tu vois cet or blanc, eh ben, tu te dis que tu as fait du bon boulot. Hein. Ouais. Et on mesure tout le cheminement parcouru. Et on mesure tout le cheminement depuis la mer parcouru jusqu'à la mise en camel. En camel, ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Eh bien, voilà, écoute, on y va. Super. Si vous souhaitez vous aussi admirer ces montagnes de sel extraits ici chaque année, vous pourrez associer cette visite avec celle d'Aigues-Mortes, dernière étape de notre escapade camarguaise.
Les fortifications d'Aigues-Mortes offrent des points de vue époustouflants sur les Salins du Midi et la cité médiévale. La ville, caractérisée par un niveau de conservation exceptionnel, est une étape obligée pour les visiteurs, curieux d'histoire et d'architecture. Et pour guider Jean-Marie dans cette étape, Patrick Florençon, historien des monuments nationaux. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Marie. Alors tu vas donner rendez-vous ici, je suppose que c'est grâce à Saint-Louis. Grâce à Saint-Louis. Sans Saint-Louis, Aigues-Mortes n'existerait pas. On est au pied de la statue de Pradier qui est du 19e siècle, qui représente un chevalier bien puissant, alors que c'était un personnage assez fluet, plutôt petit, mais qui a fait jaillir de terre Aigues-Mortes. Et nous sommes ici dans le lieu, l'emplacement le plus ancien de la ville, l'espace névralgique avec l'ensemble des pouvoirs religieux, Notre-Dame des Sablons, politique avec l'emplacement de la mairie, la maison consulaire, et économique, puisque c'est là que se tient le marché. Il était peut-être chétif, mais il était pugnace. Ah, très obstiné même. Ah oui. On pourrait le dire. Bon, on visite? On va visiter. Allez. Il faudra presque 30 ans pour bâtir toute cette enceinte et pour qu'Aigues-Mortes devienne le premier port du royaume de France. Érigé au milieu d'étangs et de marais au bord de la Méditerranée, c'est au pied de ces fortifications que les Français partirent pour les croisades. Patrick, toutes ces constructions me donnent une impression de démesure. Ah mais c'est tout à fait ça. Bon, la démesure, elle est sous deux aspects. D'abord, l'ampleur. C'est un monument énorme. C'est quand même 1643 mètres de déroulé. Ce sont 10 portes, des tours, etc. Mais aussi, et c'est pour symboliser la puissance du roi. Au milieu de ce désert. Et l'autre plan, c'est sur la construction. Il faut s'imaginer que la totalité du rempart a été construite sur un système de pilotis et qu'il a fallu, pour lutter contre l'eau, la nappe phréatique et la nature du sol qui est sableuse, installer ces pilotis pour dresser la muraille. D'après mes estimations, pour construire l'ensemble du rempart, on a utilisé environ 150 000 arbres. 150 000 arbres, donc des arbres qu'on a trouvés sur place. Sur place. Et c'est ce qui, justement, influe sur... a pour conséquence la modification du système écologique de cette région, qui attirait les gens et qui est devenu insalubre et qui a vu se développer la malaria au XIVe siècle. Et l'apothéose de cette visite tient à cette tour, la tour de Constance. Ce donjon massif est séparé du reste des remparts. Il obéit aux constructions de l'époque et correspond au plan type des châteaux capétiens.